Une tragique erreur d'une policière décorée la mène sur un chemin aux conséquences inimaginables. Mais une chose reste intacte, sa loyauté envers la vérité. Elle a été reconnue coupable de meurtre, condamnée à mort, mais ce qui va suivre va vous bouleverser. Lorsque son berger allemand s'échappe et révèle une vérité que personne n'aurait pu imaginer, tout bascule. Avant de plonger dans cette histoire inoubliable, assurez-vous de vous abonner à Epic Story Moment. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos incroyables histoires. La justice triomphera-t-elle, ou les secrets enfouis de la ville la déchireront-ils? Si vous aimez cette histoire, laissez un like, partagez-la et laissez un commentaire, cela nous aide à vous offrir toujours plus d'histoires touchantes. Et dites-nous, d'où nous regardez-vous? Restons connectés. Maple Ridge était une ville tranquille, nichée dans le sud des États-Unis, où les magnolias bordaient les trottoirs et où les secrets poussaient en silence. Derrière son charme, la ville bouillonnait de tension, des lignes tracées non pas à la craie, mais dans le sang, l'histoire et le silence. Riches et pauvres, noirs et blancs, en uniforme ou en civil, chacun savait où il se tenait, et surtout, contre qui. L'agent Eliza Monroe n'avait besoin de personne pour se tenir à ses côtés. 16 ans de service, sans faillir, sans cligner des yeux. Sa plaque brillait comme une médaille, non pas à force d'être poli, mais d'avoir été portée. Officier décoré, Eliza était respectée pour son courage, mais on chuchotait sur sa froideur. C'était le genre de flic qui ne doutait jamais, ne reculait jamais, et ne s'excusait jamais. Si le manuel disait de tenir la position, elle creusait une tranchée. Son lien le plus fort était avec Shadow, son partenaire canin. Un berger allemand massif, au pelage fauve et aux yeux d'or qui ne laissait rien échapper. Shadow se déplaçait comme un murmure et agissait avant même que la pensée n'ait le temps de naître. Il n'était pas seulement son partenaire, il était son prolongement. Certains disaient que Shadow pouvait lire dans les pensées. D'autres pensaient qu'Eliza avait chassé toute émotion de lui. Mais ceux qui observaient attentivement voyaient bien, il ne la regardait pas avec discipline, mais avec dévotion. Il vivait seul dans une vieille ferme blanche à l'extérieur de la ville, entourée d'herbes folles et de clôtures rouillées. À l'intérieur, la maison était nette, presque clinique, pas de photos, pas de chaleur. Seules les empreintes de pattes de Shadow sur le sol prouvaient que quelqu'un d'autre vivait là. La police de Maple Ridge était aussi divisée que la ville. Et au milieu de cette fracture se tenait la lieutenante Carla James, jeune, pleine de principes, et puissamment douce. Carla croyait en l'empathie. Elle avait rejoint la police pour soigner, pas pour dominer. Là où Eliza aboyait des ordres, Carla écoutait. Là où Eliza se méfiait de la bonté, Carla l'offrait, même dans l'obscurité. Elle portait le même insigne, mais ne voyait jamais les choses du même œil. Carla, avec ses yeux bruns profonds et sa présence apaisante, était devenue un espoir pour la communauté noire. Elle dirigeait des programmes après l'école, faisait du bénévolat à l'église, et se voyait comme un pont entre la douleur et la paix. Mais les ponts sont faciles à brûler quand vient la tempête. Le passé d'Eliza était un sujet qu'elle n'évoquait jamais, mais il vivait dans chacun de ses regards, dans chaque silence avant de parler. Son père avait été le principal du lycée local, un homme juste, amoureux des livres et de l'équité. Mais il était mort en prison, faussement accusé d'agression. L'affaire n'avait jamais été rouverte. Eliza avait 13 ans. C'est ce jour-là qu'elle comprit que la justice n'avait pas de cœur, seulement des procédures. Depuis, elle faisait confiance à la loi, pas aux gens. La ville n'était plus la même depuis une fusillade 2 mois plus tôt. Un policier avait abattu un homme non armé lors d'une descente. L'enquête était trouble, l'émotion à son comble. La confiance du public ne tenait plus qu'à un fil.
Et le destin s'en mêla, un autre procès approchait, cette fois pour des faits de brutalité policière, et encore une fois, les lignes étaient tracées. Carla croyait que la vérité pouvait guérir. Elisa croyait que la vérité n'avait pas de camp. Elles furent appelées à témoigner, chacune de son côté. Ainsi, alors que le tribunal se dressait à l'horizon et que les murmures devenaient rumeurs, la ville de Maple Ridge se trouvait au bord d'une lame. Deux femmes, en uniforme, des histoires dans les yeux, et une question suspendue entre elles comme un nuage d'orage. Que faire quand la justice devient une affaire personnelle? Ça devait être une intervention de routine. Une rue calme à la périphérie de Maple Ridge, le crépuscule tombant comme un silence avant la prière. Elisa et Shadow étaient en tête sur une opération présumée de trafic de drogue. Les renforts arrivaient, à une minute derrière. Le suspect s'enfuit dans une ruelle étroite. Shadow partit en avant, aboyant une seule fois, sec, urgent. Puis le coup de feu retentit. Le garçon de 16 ans, à peine sorti de l'enfance, s'effondra au sol, désarmé. Il s'appelait Jeremiah Bell. Un habitué du groupe de jeunes de l'église. Un élève discret, toujours sur le tableau d'honneur. Il est mort avant l'arrivée de l'ambulance. Elisa se tenait au-dessus de lui, son arme encore fumante. Son visage était impassible. Shadow tourna une fois autour, puis s'assit à ses côtés, regard droit devant, comme un soldat en attente d'ordre. Elle déclara aux agents intervenants que le suspect avait tenté de saisir une arme. Sa caméra corporelle n'avait capté que des fragments, des mouvements, des aboiements, sa voix criant des ordres. Le reste était flou. Mais Maple Ridge connaissait bien les vérités floues. 3 jours plus tard, un adolescent local publia une vidéo. Filmée depuis une fenêtre au 3e étage. Tremblante, granuleuse, mais suffisamment nette. Jeremiah avait levé les mains. Il n'avait rien dans les mains. Elisa avait tiré quand même. La vidéo devint virale en quelques heures. Ce qui était une tragédie locale devint une indignation nationale. Les protestations enflammèrent la place de la ville. Veillez aux chandelles. Cris de « pas de justice, pas de paix ». Les voitures de patrouille furent bombardées de bouteilles. Le maire appela au calme, mais le calme avait quitté les lieux depuis longtemps. La colère l'avait remplacé. Carla regarda la vidéo en silence, incapable de respirer. Elle connaissait Jeremiah, l'avait pris sous son aile à l'église, l'avait aidé à remplir ses candidatures universitaires. Il l'appelait « Miss C » et disait vouloir devenir ambulancier. Maintenant, il n'était plus là. Et c'était Elisa qui avait appuyé sur la détente. Elisa resta de marbre. Elle affirma avoir suivi le protocole. Shadow a réagi le premier, dit-elle. Il a senti quelque chose. Il sent toujours. Elle défendit sa décision, insensible à la fureur publique. Si tu hésites, tu meurs, déclara-t-elle aux enquêteurs internes. Mais les fissures commencèrent à apparaître. Un audit judiciaire de son rapport révéla des incohérences. Des horodatages modifiés. Des formulations clés manquantes. Quelqu'un avait tenté de nettoyer le dossier. Elisa Monroe fut arrêtée et inculpée de meurtre au 1er degré. Elle fut conduite hors du commissariat, menottée. Les flashs crépitèrent comme des éclairs. Les journalistes crièrent des questions auxquelles elle ne répondit pas. Sa mâchoire était serrée. Son regard droit devant. Comme si elle allait à la guerre, non en prison. Le procès fit la une immédiatement. Une policière blanche. Un garçon noir. Un chien policier entraîné à attaquer. C'était tout le système judiciaire qui se retrouvait sur le banc des accusés autant que la femme en question. Shadow fut placé en détention par les services animaliers, classés comme actifs dangereux. Elisa ne broncha pas quand on le lui enleva. Elle lui souffla quelque chose à l'oreille, que lui seul sembla comprendre. Il s'assit dans sa cage, sans bouger. Carla reçut sa convocation 2 jours plus tard. On voulait son témoignage. Ses mains tremblaient en ouvrant l'enveloppe.
Elisa avait été sa supérieure, son opposée, sa rivale tacite. Mais quelque part, dans le silence, il y avait eu des moments, des éclats furtifs, où Elisa lui avait laissé le bénéfice du doute. Une défense discrète en réunion. Une tendresse inattendue lorsque Carla parlait de ses projets communautaires. Maintenant, on lui demandait de la condamner. La ville devint à la fois plus calme et plus bruyante. Des voisins qui se saluaient autrefois traversaient la rue en silence. Les policiers murmuraient dans les couloirs. L'église était envahie par les journalistes. Carla ne dormait plus. Pendant ce temps, Elisa refusait de s'excuser. La justice, déclara-t-elle au tribunal, ne se décide pas à l'applaudimètre. Si on perd ça, on perd tout. La plupart ne voyaient qu'une femme se cachant derrière son insigne. Mais un homme, son avocat commis d'office, se mit à chercher plus loin. Il visionna la vidéo image par image. Il consulta les dossiers d'entraînement de Shadow. Il lut le dossier d'Elisa jusqu'à ce que l'encre se brouille. Et lentement, une question émergea. Et si l'histoire n'était pas aussi simple qu'elle en avait l'air? La première nuit en détention au comté fut silencieuse, mais ce silence n'était pas la paix. C'était celui qui tourne autour de vous comme des loups, attendant que vous baissiez la garde. Elisa Monroe ne dormit pas. Elle resta assise sur sa paillasse, le dos contre le mur glacé, fixant les barreaux de fer comme s'il lui devait des excuses. Son nom, autrefois associé aux médailles et à la précision tactique, résonnait désormais dans les couloirs de la prison comme une insulte. Pour les gardiens, elle était une traîtresse. Pour les détenus, elle était une proie. Les murmures la suivaient comme des ombres. Un gardien fit tomber son plateau repas. Une détenue cracha sur son passage. Les coups commencèrent par une côte fêlée et finirent avec un œil au beurre noir. Mais elle ne cria jamais. Elle ne demanda jamais d'aide. Elle comptait les heures en silence, notant chaque insulte, chaque blessure. Pendant ce temps, Shadow restait enfermé dans un chenil éclairé au néon, à la périphérie de la ville. Les documents le qualifiaient de « dangereux » et « imprévisible ». Il était programmé pour l'euthanasie la semaine suivante. Aucun maître ne s'était présenté. Aucun collègue n'avait protesté. Il avait bondi, après tout. Et les bons ont des conséquences. Mais quelqu'un ne l'avait pas oublié. Carla James se gara à un pâté de maison du refuge et fit le reste du chemin à pied, sous la couverture du crépuscule. Elle signa avec un faux nom. Pas de caméra. Pas d'uniforme. Juste une intuition qu'elle ne pouvait pas faire taire. Quand elle s'approcha de la cage, Shadow ne grogna pas. Il n'aboya pas. Ne montra pas l'écrou. Il s'assit. Immobile. Silencieux. Ses oreilles se dressèrent non pas en alerte, mais en reconnaissance. Carla s'agenouilla, à hauteur de ses yeux. Les siens rencontrèrent les siens. Il n'y avait aucune menace en eux, juste de l'attente. Elle glissa lentement sa main entre les barreaux. Il la renifla une fois, puis lui lécha la paume. Un frisson lui traversa l'échine. De retour à la prison, Elisa passait de longues heures à l'isolement après une altercation qui avait laissé une autre détenue inconsciente. Elle ne s'expliqua pas. Ne parla pas. Elle fixait simplement le mur de béton, revivant les derniers instants où elle avait vu son partenaire. Et dans ces moments, son esprit la trahissait. Les flashbacks arrivaient en fragments, les matins d'entraînement sur le terrain, les séances de tir, mais aussi, les salles de thérapie. Après la mort de son père et le silence de sa mère, Elisa avait été diagnostiquée avec un TSPT sévère. Le département lui avait assigné Shadow non seulement pour sa sécurité, mais pour sa guérison. Il avait été formé pour détecter la panique, pour réguler sa respiration, pour interrompre les pensées en spirale. Il lui avait sauvé la vie plus d'une fois. Aujourd'hui, il était enfermé. Comme elle. La salle d'audience était tendue lors des plaidoiries finales. Le procureur marchait comme un chasseur tournant autour de sa proie. Elle savait ce qu'elle faisait, déclara-t-il. Elle a altéré la vérité parce qu'elle avait peur de ce qu'elle dirait sur elle.
Photo de Jéromia. Sa mère en pleurs à la barre. Carla, assise dans le public, les jointures blanches autour d'un mouchoir froissé. Elle se souvenait qu'Elisa s'était déjà interposée entre elle et un sergent agressif lors de leur formation. Sans explication. Sans discours. Juste sa présence. Mais ce souvenir s'effaçait. Le jury délibéra pendant 8 heures. Quand le verdict fut rendu, la pièce sembla retenir son souffle. Coupable de meurtre au premier degré. Elisa ne s'y a pas. Et par l'autorité de ce tribunal, l'agente Elisa Monroe est condamnée à mort. Un bruit déchira le silence. Pas depuis les gradins, ni les journalistes. Mais depuis la porte arrière du tribunal, où Shadow, escorté par les services animaliers pour une nouvelle évaluation, attendait dans une cage. Il hurla. Un cri profond, brisé, inhumain. Ce n'était pas la douleur. Ce n'était pas la rage. C'était autre chose, comme si le deuil avait pris des griffes. Tout s'arrêta. Même le juge interrompit sa phrase. Carla tourna la tête vers le bruit, le cœur battant à tout rompre. Une fois la foule dissipée, elle se faufila jusqu'à l'espace de détention, sans être remarquée. Les yeux de Shadow trouvèrent les siens. Elle s'agenouilla, le cœur tambourinant. « Qu'est-ce que tu sais que nous ignorons ?» murmura-t-elle. Shadow cligna simplement des yeux. Lentement. Mais d'une façon ou d'une autre, Carla comprit. Cette histoire n'était pas terminée. Les murs de l'isolement étaient gris, sans jointure, sans regard. Il n'y avait pas d'horloge, mais Elisa savait quand le jour devenait nuit. C'était le silence qui trahissait le passage du temps. Le silence, et l'aboiement de Shadow qui résonnait dans ses rêves rauques, étouffés, presque irréels. Un son fantôme qui revenait chaque fois que ses paupières se fermaient. Elle avait commencé à revoir son passé, morceau par morceau, comme des pièces à conviction étalées sur la table d'un tribunal. Son père, enchaîné et muet, pendant que le juge prononçait une peine pour un crime qu'il n'avait pas commis. Sa mère, les yeux perdus dans le vide. Et cette promesse qu'Elisa s'était faite enfant, ne plus jamais être impuissante. Et maintenant, elle l'était. Elisa s'était mise à écrire. Des lettres. À personne en particulier. Elle les pliait soigneusement, les cachait sous son matelas. Elles ressemblaient à des confessions, mais jamais à des excuses. Il y avait des choses auxquelles elle croyait encore. Des vérités qu'elle refusait d'abandonner. Mais parfois, sa main tremblait. Parfois, elle s'arrêtait au milieu d'une phrase et murmurait. « Et si je m'étais trompée ?» À l'autre bout de Maple Ridge, Carla non plus ne dormait pas. Le verdict n'avait apporté aucune paix. Au contraire, il avait réveillé une nouvelle forme de trouble, plus discret, plus glacial, plus dangereux. Elle repensait sans cesse à ce moment dans le chenil. Shadow ne s'était pas détourné d'elle. Il n'avait pas aboyé. Il y avait quelque chose en lui, quelque chose d'inachevé. Carla commença à éplucher les dossiers après les heures. Elle relut les rapports anciens. Chercha des incohérences. Puis, un matin, une enveloppe fut glissée sous la porte de son bureau à l'église. Aucun expéditeur. À l'intérieur, un document interne, non signé, marqué confidentiel. Il y était indiqué qu'aucune empreinte, ni celle de Jéromia, ni celle de quiconque, n'avait été retrouvée sur une quelconque arme. L'implication était claire, il n'y en avait peut-être jamais eu. Ce même jour, une nouvelle vidéo fit surface sur un site marginal. Elle montrait la ruelle quelques instants après la fusillade, floue mais indéniable. Un homme en civil se baissait derrière une benne. Il lançait quelque chose dans l'ombre, puis s'enfuyait. La vidéo s'arrêtait là. Mais Carla la regarda encore et encore, le cœur battant. Il y avait autre chose. Elle retrouva un officier à la retraite ayant servi 30 ans dans la brigade, le sergent Dal Winslow. Ridé, lent dans ses gestes, mais vif dans le regard. Il la retrouva dans un petit dîner, tard le soir. Mélangea son café d'une main tremblante et dit, sans croiser son regard. Elisa n'a pas toujours été comme ça.
Mais le département? Il dévore les gens. Il enterre ses erreurs sous le silence et les médailles. Quand Carla lui montra les images de la vidéo, son visage s'assombrit. Tu ne fais pas que chatouiller l'ours, prévint-il. Tu es en train de lui foutre le feu à la queue. Dehors, les protestations devenaient plus violentes. La ville se divisait en deux. Des pancartes, meurtrières en uniforme, faisaient face à des bannières clamant « Elle a sauvé des vies, vous l'avez juste oublié ». Le nom d'Elisa resta en tendance pendant plusieurs jours. Les plateaux télé débattaient de son cas comme d'un match de boxe. Dans sa cellule, les mains d'Elisa tremblèrent pour la première fois. Elle arrêta d'écrire. Elle arrêta de manger. Les gardiens remarquèrent, mais ne dirent rien. Une nuit, ils la trouvèrent fixant le mur, murmurant en boucle. Shadow. Reste. Il était toujours resté. Mais maintenant, il était seul. Au refuge, Shadow refusait de manger. Il restait allongé pendant des heures, les yeux fixés sur le mur. Les vétérinaires étaient perplexes. Aucun problème physique. C'était comme s'il avait choisi le deuil. Puis un membre du personnel mentionna quelque chose d'étrange. Shadow réagissait lorsqu'Elisa lisait à voix haute. Une note dans son dossier comportemental indiquait qu'il ne mangeait que lorsque sa voix remplissait la pièce. Personne n'avait essayé, jusqu'à ce que Carla le fasse. Elle revint après la fermeture, son badge retourné, son uniforme troqué contre un sweat à capuche et un jean. Elle s'assit en tailleur près de la cage, ouvrit l'Évangile selon Luc, et commença à lire. Sa voix tremblait d'abord, puis se stabilisa. Shadow leva la tête. Au deuxième soir, il prit une bouchée. Au troisième, il s'assit plus près des barreaux, les oreilles frémissantes au son de sa voix. Carla revint. Chaque nuit. Elle lisait à un chien qui aurait pu la haïr. Elle partageait le silence avec une bête dressée pour la guerre, qui semblait désormais pleurer comme un homme. Dans ce silence étrange, quelque chose commença à bouger. Pas le pardon. Pas encore. Mais peut-être, le début de quelque chose qu'aucun d'eux ne savait nommer. Nathaniel Cross était le genre d'homme qu'on imaginait incapable de dormir. Sa chemise toujours froissée, sa cravate légèrement desserrée, comme s'il venait de sortir d'un combat dont il n'avait pas parlé. En tant qu'avocat commis d'office pour Elisa, on s'attendait à ce qu'il suive la routine, plaider, marchander, se coucher en silence. Mais ce n'était pas Nathaniel. Autrefois, il avait été une étoile montante du bureau du procureur. Tout s'était effondré le jour où son excès de confiance avait envoyé un homme innocent en prison. 2 ans plus tard, cet homme s'était pendu. Depuis, Nathaniel ne prenait que des dossiers de défense. Et il n'avait qu'une seule règle, ne jamais croire la première version d'une histoire. Avec Elisa, rien ne collait. Il commença par les images de la dashcam. La copie officielle ne montrait rien d'anormal. Mais quelque chose dans les horodatages le rongeait. Il retrouva une sauvegarde, issue de la boîte noire de la voiture de patrouille, enterrée dans les scellés, mal étiquetée. Les données ne correspondaient pas. 2 minutes entières manquaient. Coupure nette. Aucun son. Ce n'était pas un bug, c'était une suppression délibérée. Nathaniel ne dormit pas cette nuit-là. Le lendemain matin, il frappa à la porte de Carla. Elle ne lui fit pas confiance au premier regard. Trop fatiguée. Trop cynique. Trop usée. Mais lorsqu'il lui fit écouter l'enregistrement non censuré, quelque chose changea. La voix d'Elisa, calme, posée. Mais en arrière-plan, lointaine et précipitée, une autre voix murmurait. « Plante-le maintenant, vas-y. » Ils avaient besoin d'aide. Carla contacta alors un nom du passé, Julia Penn, une journaliste qui avait autrefois suivi la carrière d'Elisa comme une ombre. Julia était là, 6 ans plus tôt, pendant les émeutes liées à l'ouragan. Elle avait pris en photo le moment précis où Elisa,
en tenue anti-émeute, avait arraché une jeune cadette noire au chaos et l'avait protégée d'une brique en plein vol. Cette cadette, c'était Carla. À l'époque, Elisa était différente. Ses yeux étaient vifs, mais bienveillants. Ses ordres portaient du sens, pas de colère. Julia les retrouva dans un dîner, près de l'autoroute. Elle écouta, prit des notes, sans jamais demander de nom. Avant de partir, elle tendit un dossier à Nathaniel. « On a déjà essayé d'enterrer Elisa, dit-elle. Mais cette fois, quelqu'un creuse profondément. » Pendant ce temps, devant le tribunal, les manifestations s'intensifiaient. Malik Simmons menait la foule, mégaphone à la main, la voix éraillée par la rage. C'était le frère aîné de Jeremiah, le garçon tué par Elisa. Grand, massif comme un roc, la mâchoire toujours crispée, Malik avait un jour rêvé d'entraîner une équipe de basket au lycée. Aujourd'hui, il rêvait de briser un système qui avait brisé sa famille. Quand la rumeur circula que Carla James avait été vue avec l'avocat d'Elisa, il explosa. Il la retrouva à la sortie d'une veillée à l'église. S'approcha, les yeux en feu. « Toi, de toutes les personnes, dit-il, la voix basse. Tu l'as mentoré. Tu devais le protéger. » Carla ne répondit pas. « Tu crois que la justice vit dans une salle d'audience ? Tu crois qu'ils puniront les leurs ? » « Je ne sais plus ce que je crois, » répondit-elle doucement. Malik la fixa, cherchant à lire le frémissement dans sa voix. « Je l'aimais comme s'il était mon fils, » murmura Carla. « Je vois encore son visage chaque fois que je ferme les yeux. » La fureur de Malik s'atténua, mais juste un instant. Puis il tourna les talons et s'éloigna. Au refuge, autre chose se produisit. Shadow, silencieux depuis l'arrestation d'Elisa, se mit à aboyer. Pas tout le temps. Pas contre tout le monde. Seulement quand certains agents entraient pour les inspections de routine. 3 fois, Carla le remarqua. Le même schéma. Les mêmes 2 hommes. Les poils de Shadow se hérissaient. Son corps devenait rigide. Elle le mentionna à Nathaniel, l'air de rien. La fois suivante, l'un des agents entra. Nathaniel l'attendait derrière une cloison, immobile. Shadow grogna un son grave, viscéral, ancien. Carla s'avança lentement et murmura. « Qu'est-ce que tu essaies de nous dire ?» Les yeux de Shadow trouvèrent les siens, fermes, intenses. Ce n'était pas de la peur. C'était un avertissement. Nathaniel en avait vu assez, dans toute sa carrière, pour savoir quand une affaire sentait mauvais. Mais là, ça puait la corruption de l'intérieur. Dans une archive poussiéreuse, sous le palais de justice, il le trouva, dossier numéro 18973B. Le nom du défunt, Jeremiah Simmons, listé comme informateur confidentiel. Mais le dossier était à moitié caviardé. Quelqu'un était passé par là, avait effacé son nom du registre interne du département. Aucune trace numérique. Aucune entrée de témoin. Aucun officier référent. Nathaniel fixa la page, la mâchoire serrée. Il ne s'attendait pas à de l'innocence. Mais il ne s'attendait pas à une trahison aussi profonde. Carla, nourrie par l'horreur lente de ce qu'ils étaient en train de découvrir, confronta le capitaine Lee Harlan, l'officier qu'il avait formé, elle et Elisa. Son visage, toujours un masque de contrôle, se fissura l'espace d'un instant quand elle posa le dossier sur son bureau. « On protégeait les nôtres », finit-il par murmurer. « On n'avait pas le choix. Si le public apprenait qu'on avait utilisé un mineur dans une opération de drogue… » « Vous avez laissé Elisa payer pour ça, » dit Carla, la voix tremblante. « Vous avez laissé la vérité mourir avec ce garçon. » Harlan ne nia pas. Cet après-midi-là, Carla reçut une notification officielle. Suspendu sans solde. Motif, violation de la chaîne de commandement et compromission d'enquêtes actives. Elle vida son bureau en silence. Ses mains tremblaient.
Au refuge, Shadow, silencieux depuis la dernière visite des officiers, se jeta soudainement en avant. L'officier Ray Ellis, entré calmement pour vérifier des dossiers, fut pris de court. La mâchoire de Shadow se verrouilla sur son bras. Il refusa de lâcher prise jusqu'à ce que les tranquillisants fassent effet. Ce fut le premier acte d'agression enregistré depuis l'arrestation d'Elisa. Carla, secouée, demanda les enregistrements de sécurité. Disparu. Le disque dur avait été vidé. Aucune sauvegarde. La blessure d'Ellis fut notée comme « accidentelle », une simple erreur administrative. Mais Carla savait. Shadow avait reconnu. Elle fouilla plus loin. Traça les déplacements de Ray Ellis la nuit de la fusillade. Preuve à l'appui, il était connecté à la base de données de la patrouille 30 minutes après l'arrestation d'Elisa. C'était Ellis qui avait accès au système des dashcams. Une nuit, sous les cloches et les ombres, Carla retrouva Malik. Elle lui raconta tous les dossiers scellés, les vidéos disparues, les chronologies truquées, et le garçon qu'ils avaient utilisé puis jeté. D'abord, Malik rit. Un rire amer, creux. « Je l'ai vu lui tirer dessus, dit-il. J'ai entendu le verdict. Mort. Tu veux que je croie qu'elle a servi de fusible ?» Carla glissa lentement les preuves devant lui. Il lut. Page après page. Il s'arrêta au nom de Jeremiah, à côté d'une photo floue d'un dossier marqué CI classifié. Ses bras retombèrent de chaque côté de son corps. « Je croyais savoir, » murmura-t-il. « Je croyais savoir qui était le monstre. » Carla hocha lentement la tête. « Moi aussi. » Le lendemain, la signature du gouverneur fut apposée. Ordre final confirmé, exécution. Au refuge, le ciel s'assombrit. Les nuages s'amoncelaient. Shadow n'avait pas mangé depuis 2 jours. Il tournait en rond. Puis s'arrêta. Ses oreilles frémirent. Son nez flaira l'air. Il se mit à gratter la porte. Il trouva la faille dans l'encadrement. Localisa le verrou. Creusa les coins. Comme Elisa lui avait appris, autrefois, pendant les longues séances liées à son PTSD. Elle lui avait appris à reconnaître les signes d'évasion, les forcements de verrou, des techniques dignes de l'armée. À 3h07, Shadow avait disparu. Le portail du refuge était tordu. Le cadenas désactivé. Les caméras pointaient vers le ciel. Et alors que les gardiens de prison préparaient la salle d'injection, et qu'Elisa restait silencieuse dans sa dernière heure, quelque chose bougea dehors. Une silhouette. Immobile dans le brouillard. Solide comme une pierre. Shadow. Trempé par la pluie. Le museau taché de boue. Les yeux fixés sur les projecteurs de la tour. Il n'aboya pas. Il ne bougea pas. Il attendait. Parce qu'il savait. Quelque chose arrivait. La nuit était noyée de lumière d'orage, le vent hurlait comme des fantômes à travers les murs de la prison. À l'intérieur, le silence tenait les blocs cellulaires sous sa poigne, brisés seulement par le bourdonnement des néons et le cliquetis lointain des grilles qui se verrouillaient. Mais dans l'ombre, une silhouette rampait, furtive, basse, invisible aux caméras comme aux gardes. Shadow était revenu. Il glissa entre les faisceaux des rondes, se faufila sous les détecteurs de mouvement. Son entraînement refaisait surface, pur réflexe musculaire. Les mêmes exercices qu'Elisa lui avait appris, dans des terrains vagues, guidaient désormais chacun de ses pas à travers le béton et l'acier. Son museau frémissait. Ses oreilles captaient chaque son. Dans sa cellule d'isolement, Elisa restait immobile sur sa paillasse, les yeux fixés au mur. Elle avait cessé de compter les heures. Les jours s'étaient fondus en un tout indistinct, et l'avenir s'était effacé dans une immobilité inévitable. Puis elle l'entendit, un aboiement. Un seul. Sec. Connu. Il trancha sa torpeur comme une lame dans la brume. Elle s'approcha du petit hublot, agrippa les barreaux. Là,
Dans la cour, à moitié cachée dans l'ombre et la lumière, se tenait la silhouette familière de son partenaire. Pelage trempé. Queue rigide. Les yeux fixés droit dans les siens. Elle murmura son nom, trop bas pour que quiconque d'autre puisse l'entendre. Le moment fut brisé par des sirènes. Quelqu'un avait déclenché un capteur. Verrouillage enclenché. Dans la salle de contrôle, le chaos s'abattit. Les systèmes buguèrent. Des portes s'ouvrirent, d'autres se refermèrent sans commande. Un voyant rouge se mit à clignoter en silence. Un officier tendit la main vers le téléphone, et Shadow bondit. L'homme cria, non de douleur, mais de stupeur, lorsque le chien frappa un panneau au mur en plein saut. L'alarme incendie hurla. À l'extérieur, Nathaniel tremblait devant le palais de justice. Un juge venait de signer le sursis après avoir examiné les preuves divulguées. Mais le directeur de la prison, méfiant face au timing, refusait d'accepter la copie numérique. Alors Nathaniel l'avait imprimée. Une version papier. Tamponnée. Légalisée. Il la serrait comme une bouée de sauvetage. Carla, toujours suspendue, vit les images virales envahir la toile. L'intégralité de son enquête, brute et non censurée, avait été publiée anonymement. Tout y était. Le dossier d'informateur caviardé, les manipulations de la chronologie, la confession du capitaine Harlan. Et maintenant, c'était partout. Les chaînes d'infos, les réseaux sociaux, les podcasts. C'était arrivé jusqu'au bureau du gouverneur en moins d'1 heure. Mais l'horloge continuait à tourner. Lors d'une conférence de presse improvisée, Malik prit la parole. Les caméras accoururent, s'attendant à de la colère, de la vengeance, du feu. Mais sa voix se brisa. Elle a fauté, dit-il, face au monde. Mais elle n'était pas la seule. Si on la laisse mourir sans entendre la vérité, alors ce qu'on veut, ce n'est pas la justice. C'est juste la vengeance. Dans la prison, Shadow franchit une dernière grille et disparut dans l'ailée. La salle d'injection était prête. Une infirmière tapota la perfusion. Le directeur, visage fermé, suivait la liste finale. Puis, alarme. Le système d'incendie se déclencha. Les lumières clignotèrent. Les portes claquèrent. L'horloge s'arrêta. Dans le tumulte, un jeune gardien, le doute dans les yeux, guida Nathaniel par un couloir discret. Elisa était allongée sur la civière. Sa poitrine se soulevait lentement. Résignée. Une aiguille brillait sous les néons. Puis la porte s'ouvrit à la volée. Nathaniel, essoufflé, trempé de sueur, brandit l'ordonnance judiciaire devant le directeur. Signé. Officiel. Légal. Si vous appuyez sur ce bouton, ce sera un meurtre. La pièce se figea. Une respiration suspendue. Tout s'arrêta. Le directeur regarda le papier. Regarda les écrans. Puis, sans un mot, fit un pas en arrière. Exécution suspendue. Elisa cligna des yeux. Elle n'était pas morte. Pas encore. Quelques instants plus tard, Carla entra. Son visage était fermé, impénétrable. Elle se posta devant Elisa, les bras croisés. « Tu as eu tort, dit-elle doucement. Mais tu n'étais pas un monstre. Et j'en ai fini de faire semblant de savoir faire la différence entre les deux. » Elisa leva les yeux vers elle, pour la première fois non comme une soldate, ni comme une officier, mais comme une femme mise à nu. Au loin, dans les couloirs sombres, Shadow hurla. La porte de la cellule s'ouvrit. Pas avec fracas, mais avec une sorte de respect silencieux. Elisa Monroe se tenait sous la lumière vacillante du plafonnier, les poignets libres, les yeux creusés par des semaines d'isolement.
Mais quelque chose en elle avait changé. Ce n'était plus le feu de la défiance qui autrefois courait dans ses veines, mais une immobilité, comme l'eau après la tempête. Elle ne parla pas pendant longtemps. Et puis elle pleura. Pas pour elle-même. Pas pour sa condamnation. Mais pour ce garçon dont le nom hantait ses nuits, dont le visage flottait au bord de chaque rêve. Elle s'était convaincue d'avoir eu raison, si longtemps formée à croire que la peur était vérité, que l'instinct était justice. Et maintenant, elle ne voyait plus qu'un enfant sans mère. Une voix étouffée. Une famille brisée par le jugement au bout de son canon. Ce matin-là, la nouvelle tomba, l'exécution était officiellement annulée. L'affaire, rouverte. Shadow, désormais sous la garde de spécialistes fédéraux du comportement animal, n'était plus classé comme une menace. Il était étudié, notamment pour sa mémoire. Les journaux de surveillance avaient révélé ses réactions à certains officiers, à des heures précises liées à des falsifications de preuves. Les scientifiques pensaient que ces comportements, minutieusement entraînés, pouvaient révéler ce que les humains avaient manqué. Carla retourna au tribunal non plus comme une témoin hésitante, mais comme une guerrière de la vérité. Elle prêta serment. La main ferme. La voix claire. Oui, dit-elle. Je crois qu'officier Monroe a agi par peur. Mais cette peur a été manipulée. Et elle n'a pas été seule dans son échec. Elisa se mit à parler, elle aussi. Aux enquêteurs. À Nathaniel. Et à elle-même. Elle raconta d'anciennes affaires. Des moments qu'elle avait rangés comme zone grise. Des noms de collègues dont la morale s'était dissoute depuis longtemps. Ce qui commença comme une confession devint réaction en chaîne. Des inculpations suivirent. 2 lieutenants suspendus. Un capitaine démissionna. Le département publia une déclaration officielle, reconnaissant des échecs procéduraux inacceptables. Pour la première fois depuis des décennies, le commissariat de Maple Ridge organisa une réunion de supervision civile, diffusée en direct. Et au centre de tout cela se tenait Carla James. Réintégrée. Respectée. Et plus jamais seule dans l'obscurité. Malik regardait la conférence de presse depuis une salle calme du centre communautaire. Ses jointures blanchies autour d'une photo pliée de son frère. Après la colère, le deuil, la trahison, il accepta finalement de rejoindre Carla pour une conférence publique. Ils se tenaient côte à côte. Une ligne de micro entre eux et une foule affamée de changement. On ne vous demande pas d'oublier, dit Carla. Mais on vous demande de construire quelque chose à partir de cette douleur. La voix de Malik se brisa lorsqu'il parla. Mon frère n'était pas un martyr. C'était un gosse. Mais si son nom devient le moteur qui rebâtit cette ville, alors il ne sera pas mort pour rien. À la mairie, un silence tomba dans la salle. Nathaniel s'avança. Il tenait une lettre à la main. L'enveloppe était usée, l'écriture rigide. C'est d'Elisa, dit-il. Elle m'a demandé de la lire. La lettre n'était pas une excuse. Ni un appel. C'étaient des excuses. À la famille du garçon. À la ville. À la jeune femme qu'elle avait été idéalisée, honnête, perdue dans la fumée des boucliers anti-émeutes et les protocoles du badge. Elisa écrivait sur la culpabilité. Sur la lucidité. Sur le danger de croire qu'avoir raison équivalait à être bonne. J'ai pris une vie, écrivait-elle. Aucun tribunal ne m'absoudra jamais de cela. Mais j'essaie, maintenant, de rendre quelque chose. Même si c'est trop tard. Lorsque Nathaniel termina la lecture, tous les regards se tournèrent vers le devant de la salle. Carla restait assise, silencieuse. À ses pieds, Shadow était allongé, calme et vigilant. Les yeux ouverts,
mais doux. La salle n'applaudit pas. Elle n'éclata pas. Elle respira. Ensemble. Pour la première fois depuis longtemps. La ville respira. La salle d'audience était silencieuse lorsque le juge de la Cour suprême de l'État lut la décision à voix haute. Il n'y eut ni acclamation, ni applaudissement. Seulement le son collectif d'un souffle retenu, puis relâché. La condamnation d'Eliza Monroe était officiellement annulée. Pas parce qu'elle avait été déclarée innocente, mais parce que la vérité avait enfin émergé. Grattée à travers les documents falsifiés et les bouches closes. Faute du procureur. Preuves supprimées. Culture de corruption. Qui avait empoisonné la source bien avant que le premier coup de feu ne soit tiré. Mais lorsqu'on lui demanda si elle accepterait un nouveau procès, cette fois avec la vérité exposée et l'opinion publique lentement en train de se retourner en sa faveur, Eliza secoua simplement la tête. J'ai fait partie du système qui levait le marteau. Je ne prétendrai pas ne pas l'avoir aidé à frapper. Elle refusa le nouveau procès. À la place, elle demanda à rester en prison, non plus comme détenue, mais comme élève des conséquences et enseignante du changement. En quelques semaines, Eliza se mit à travailler avec de jeunes détenus. Beaucoup incarcérés pour les mêmes crimes qu'elle avait autrefois traqués sans jamais poser de questions. Elle ne prêchait pas. Elle écoutait. Elle écrivait. Elle se rendait disponible. Et pour la première fois de sa vie, elle ne cachait plus ses cicatrices. Dehors, de l'autre côté des murs, le chemin de Shadow prit un tournant à lui. Il n'était plus considéré comme agressif, dangereux. Il fut officiellement confié aux soins de Carla James. Il avait été son partenaire silencieux dans la quête de vérité. Son seul réconfort pendant les nuits longues et incertaines. Désormais, il était son compagnon de guérison. Ensemble, ils commencèrent à travailler avec des survivants de traumatismes. Enfants issus de foyers brisés. Anciens combattants rongés par des guerres silencieuses. Femmes qui avaient oublié comment respirer sans sursauter. Shadow s'allongeait à côté d'eux. Le regard apaisé. Le cœur calme. Présence silencieuse sur laquelle on pouvait s'appuyer, sans avoir à parler. La ville de Maple Ridge se mit, elle aussi, à respirer autrement. Les manifestations s'étaient apaisées. Mais le mouvement, lui, avait tenu bon. Les cafés qui fermaient autrefois tôt restaient désormais ouverts tard, invitant à la discussion. Les mairies, autrefois saturées d'accusations, résonnaient désormais de débats et d'espoir. Des artistes venus des quatre coins peignaient des fresques sur les murs de briques et les parcs. Pas de slogan, juste des regards. Le garçon, dont la vie avait été volée. Shadow, figé dans un bon note violent, mais vigilant. Et Carla, les yeux tournés vers l'avenir, la main tendue. Il n'avait pas effacé la douleur. Il l'avait encadrée. Et puis, par un après-midi doux de printemps, Eliza fut escortée jusqu'au jardin communautaire, par permission spéciale. Sans chaîne, ni surveillance. Carla s'y trouvait déjà, penchée sur un rosier qui avait à peine survécu à l'hiver. Elles restèrent debout, en silence. Deux femmes. Autrefois étrangères. Adversaires. Alliés improbables. Enfin, Eliza parla, sa voix plus basse maintenant, polie par des mois de réflexion. « Tu m'as appris quelque chose, dit-elle. Que la justice a un cœur. » Carla releva les yeux, les mains toujours dans la terre. « Et toi, tu m'as appris que la rédemption a des crocs. » Entre elles, Shadow était allongé à l'ombre, la queue battant une fois, puis immobile. Il n'y avait plus besoin de mots. Seulement le bruit du vent dans les feuilles.
et le rythme régulier de quelque chose de nouveau qui commençait à naître. Les médias nationaux, qui avaient fait grand bruit autour de l'affaire de Maple Ridge, finirent par s'estomper, absorbés par d'autres titres et l'évolution de l'attention publique. Mais dans les confins silencieux de la ville, où les murmures avaient autrefois alimenté la haine, l'effet de la transformation commença à prendre racine. Eliza Monroe, autrefois symbole de division, devint un catalyseur pour quelque chose de plus grand qu'elle-même. À l'intérieur de la prison, elle aida à initier un nouveau programme, une collaboration avec des anciens officiers K9 et des détenus. L'objectif de ce programme était de former d'anciens chiens policiers pour aider à la guérison émotionnelle, notamment pour ceux souffrant de traumatisme et de TSPT. Pour Eliza, le programme représentait bien plus que la rédemption, il marquait une prise de conscience de l'ampleur du fossé qui existait entre le système qu'il avait formé et les personnes qu'il avait laissées derrière. Ces K9S, souvent retraités et oubliés, retrouvaient désormais un but, non plus en tant qu'exécuteurs d'autorité, mais comme compagnons pour ceux qui en avaient le plus besoin. Pendant ce temps, Shadow trouva sa place en dehors des murs de la prison. Il avait été sauvé de la mort, et maintenant, son travail venait juste de commencer. Carla, avec son cœur doux et sa détermination inébranlable, fit en sorte qu'il devienne un chien de thérapie pour les enfants abusés. L'histoire de Shadow devint plus qu'un simple récit de loyauté, c'était un symbole vivant de guérison, de courage et de seconde chance. Sa simple présence dans la vie des enfants maltraités était un rappel silencieux que parfois, les pièces les plus brisées peuvent se rassembler pour créer quelque chose de plus fort qu'auparavant. Alors que la communauté de Maple Ridge commençait à guérir, le rôle de Carla dans cette transformation ne passait pas inaperçu. Elle était devenue le pont entre ceux qui s'étaient sentis lésés et ceux qui avaient causé le tort. Son intégrité et son courage brillaient à chaque action qu'elle entreprenait. Elle reçut un prix de leadership communautaire, une reconnaissance du héroïsme discret qu'elle avait montré, non seulement pour avoir exposé la vérité, mais aussi pour avoir mené la charge en faveur d'un réel changement. Cependant, malgré cet honneur, Carla refusa une promotion qui l'aurait éloignée de Maple Ridge. Elle croyait que son travail était enraciné ici, parmi ceux qui avaient souffert et ceux qui apprenaient à guérir. Malik, après avoir passé tant de temps dans l'ombre de la mort de son frère, transforma sa douleur en action. Il ouvrit un centre pour jeunes au nom de son frère, fournissant un espace sûr pour les enfants pris dans des cycles de violence et de désespoir. À travers ce centre, Malik espérait offrir un avenir en lequel il pourrait croire. Et bien que les cicatrices de la perte soient encore profondes, lui et Carla commencèrent une amitié prudente mais sincère, une amitié fondée sur la compréhension douloureuse de ce que signifie guérir, lentement, jour après jour. Nathaniel Cross, l'avocat de la défense publique qui avait soutenu Eliza et plus tard combattu pour la justice, ne laissa pas s'éteindre la flamme de son nouveau but. Inspiré par ce qu'il avait vu, par la manière dont les gens pouvaient changer, par la manière dont la vérité pouvait émerger des mensonges, il continua à se battre pour les condamnés à tort. Chaque affaire qu'il prenait était une opportunité pour faire en sorte que le système fonctionne pour ceux qu'il était censé servir, et non contre eux. Une nouvelle équipe d'enquête, composée de certains des officiers les plus dignes de confiance de tout l'État, fut mise en place pour enquêter davantage et démanteler la corruption au sein de la force de police. Carla fut nommée conseillère principale de cette équipe. Son rôle n'était pas celui d'une autorité, mais d'une voix d'empathie et de moralité, une voix de raison et d'honnêteté dans un monde qui avait souvent fermé les yeux. Les mois passèrent, et l'audience de libération conditionnelle d'Eliza arriva plus tôt que prévu, stimulée par une pétition publique et le soutien grandissant de ceux qui avaient été témoins de sa transformation. Mais le jour venu, Eliza refusa l'opportunité. Elle se tint devant le comité de libération conditionnelle, sa voix stable mais résolue, et déclara « J'ai encore du travail à faire ici ». Ces paroles n'étaient pas seulement une acceptation de sa situation actuelle, elles étaient une promesse faite à elle-même, et aux autres, qu'elle ne cesserait jamais de travailler pour expier les conséquences de son passé. Alors que la poussière du passé se dissipait et que la ville de Maple Ridge commençait à se reconstruire, l'histoire d'Eliza Monroe, de Shadow et de Carla James devint bien plus qu'une simple tragédie locale.
Elle s'était transformée en un témoignage puissant des complexités de la justice, de la rédemption et de la compassion. Le récit résonna doucement, tissant à travers l'imagerie de la transformation de la ville et des moments silencieux qui y avaient conduit. La justice sans compassion engendre l'injustice. Ces mots restaient suspendus, un rappel que la loi, aussi rigide soit-elle, ne peut pas tout voir, elle ne peut pas ressentir, elle ne peut pas guérir. Mais la compassion, cette force silencieuse, pouvait traverser les murs les plus épais de haine et de doute.